Cleveland, ils sont juste passés en mode playoff. D'accord, mais ça veut dire quoi passer en mode playoff? Ils sont plus forts. D'accord, mais ça veut dire quoi être plus fort? Ils sont plus rigoureux, ils sont plus appliqués. D'accord, mais être plus rigoureux, plus appliqué, ça veut dire quoi? Ils sont meilleurs. D'accord, mais comment ils ont atteint ce niveau-là? Oh, tu m'emmerdes. J'essaie juste de savoir. Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo d'analyse consacrée à l'équipe des Cleveland Cavaliers. Cleveland, qui es-tu? Cleveland, d'où viens-tu? Cleveland, où vas-tu? Indispensable de prendre un moment pour évaluer dans le détail le niveau exact de cette équipe de Cleveland à l'instant T. Là, maintenant, à quelques jours du début des NBA Finals, indispensable avant de faire notre grosse vidéo preview sur la série, parce que précédemment, dans notre vidéo d'analyse des finales de conférence Est, on s'est complètement planté. On s'est complètement planté sur le sort de ces finales de conférence, où je vous avais présenté une équipe des Celtics en capacité d'aller challenger et d'aller un petit peu mettre en difficulté cette équipe de Cavs. Tout ça a été balayé d'un revers de main et Cleveland a complètement dominé les finales de conférence. Et là, je me suis dit, mais où est-ce que je me suis planté? Où est-ce que je suis complètement passé à côté pour ne pas voir une équipe comme ça complètement en domination? Et vous savez que ces vidéos que je vous propose, je les fais avec mes tripes, je les fais avec mon cœur. Donc quand je suis en mode total fail, eh bien je me pose beaucoup de questions. Je me dis qu'est-ce qui a merdé? Et ce qui n'a pas fonctionné, c'est très simple. C'est pas que les statistiques ou les stats avancées ou que ma méthode ne soit pas la bonne. C'est juste qu'avec cette équipe de Cleveland, la réalité que je vous ai présentée dans ma vidéo, qui est basée sur la réalité de la saison régulière, eh bien ça n'est plus du tout la réalité des playoffs. Et c'est ça que je trouve fascinant et que j'ai envie d'analyser dans cette vidéo et de vous livrer mon analyse, c'est cette capacité qu'a eu cette équipe de Cleveland à se transcender. Donc cette vidéo, elle a vraiment pour objet d'aller identifier le comment. Comment cette équipe de Cleveland s'est transcendée et est passée d'une équipe somme toute correcte en saison régulière, parce que 51 victoires, 31 défaites sur une saison, c'est pas un palmarès exceptionnel, et c'est même, voyez, le palmarès qu'a pu enregistrer une équipe comme les Clippers, les Raptors ou le Jazz. Comment cette équipe de Cleveland est devenue un rouleau compresseur en playoff avec 12 victoires pour seulement une défaite et un net rating à plus même que 16 unités, donc un différentiel entre rendement offensif et rendement défensif à 16, c'est absolument mutanesque, c'est une domination vraiment totale. Comment cette équipe est donc arrivée à ce niveau-là? Et j'ai vraiment envie qu'on aille au-delà des intuitions, qu'on aille au-delà des raccourcis, qu'on aille au-delà des petites phrases à base de parce que LeBron James est trop fort, parce que LeBron James est un mutant, parce que Irving est en mode insolence, d'accord. Mais ça ne nous explique pas concrètement ce qui s'est passé. Et moi, ce que je veux vous proposer, c'est du concret, c'est de l'argumenter, pour que vous soyez finalement presque autant éclairés que les assistants coach de l'équipe des Warriors qui ont fait un travail de scouting de cette équipe des Cavs pour comprendre vraiment là où ils se sont transcendés, là où ils ont passé la 6e vitesse et là où ils ont construit leur domination en playoff. Très important d'avoir le contexte. Ça n'est pas pour minimiser la performance de Cleveland, mais c'est pour l'expliquer, ou en tout cas donner un début d'explication à la faisabilité de cette capacité à passer d'un mode saison régulière à un mode playoff. J'ai fait pour ça, vous voyez, un gros travail d'analyse avec ce tableau. Il y a beaucoup de chiffres, mais vous allez voir, je vais vous décortiquer tout ça et vous allez très facilement comprendre. Vous avez sur ce graphique, ici à gauche, les victoires moyennes des équipes de la conférence Ouest en orange et les victoires moyennes des équipes de la conférence Est en bleu. Il y a un pic ici en 2012 parce que souvenez-vous, en 2012, lockout, saison écourtée, on a joué moins de matchs, donc forcément il y a moins de victoires. Mais ce qui est très intéressant,
c'est de se rendre compte d'une manière très factuelle que le niveau de la conférence Ouest est plus élevé que le niveau de la conférence Est. Effectivement, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les conversations, ouais, l'Est est super faible, mais là c'est quantifié, vous voyez, c'est chiffré. Et effectivement, il y a des différences de niveau entre victoire moyenne de l'Ouest et victoire moyenne de l'Est, qui est assez impressionnant. Il faut revenir finalement à 2009 pour avoir une conférence Est qui avait en moyenne plus de victoires que la conférence Ouest. 2009, c'est l'année où il y a Cleveland, il y a Orlando, il y a Boston qui ont atteint un très très bon rendement, et à contrario, dans la conférence Ouest, il n'y a que les Lakers qui s'en sortent un petit peu, et le reste est relativement moyen. Il faut revenir à cette année-là pour avoir une conférence Est qui est vraiment plus compétitive que l'Ouest, sinon c'est toujours une domination totale. Alors l'écart qui était très marqué a tendance à un petit peu se résorber là depuis 2 saisons, c'est notamment parce qu'il y a vraiment maintenant des équipes très très faibles à l'Ouest. Je pense aux Lakers, je pense aux Suns, je pense aux Kings, toutes ces équipes qui effectivement du coup tirent un petit peu le niveau vers le bas. Et à contrario, de l'autre côté, vous avez ici les moyennes de victoire des 4 meilleures équipes de chaque conférence. Parce que c'est bien beau de dire que la conférence Est est faible, mais si il y a effectivement 8 ou 9 équipes très faibles, mais 4 autres très très fortes, eh bien ça peut être une conférence dont il est difficile de sortir en play-off. Et quand on regarde finalement le différentiel entre victoire des équipes top 4 de l'Est et victoire des équipes top 4 de l'Ouest, eh bien on retrouve le même différentiel. Et regardez par exemple en 2016, là où on pourrait se dire que le niveau entre l'Ouest et l'Est était relativement serré, eh bien quand vous analysez le niveau finalement des 4 meilleures équipes de l'Ouest par rapport au niveau des 4 meilleures équipes de l'Est, eh bien vous voyez qu'il est très 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 disparate. Et vous allez me dire, attends, Blight, il y a les Warriors qui avec leurs 73 victoires faussent la donne. D'accord, ça contribue, mais au-delà de ça, il y a derrière 3 autres équipes qui ont un niveau qui est supérieur au niveau des équipes de l'Est. Il faut revenir, idem, aux années, on va dire, 2008, 2009, 2010, où dans la conférence Est, eh bien, il y avait les Celtics, les Cavs, le Magic, des équipes qui étaient effectivement un petit peu plus compétitives pour avoir quelque chose de plus homogène entre les deux conférences. Globalement, vous voyez que à partir de 2011, donc à partir de la saison 2010-2011, et on le retrouve ici, le niveau de la conférence Est a été beaucoup plus faible que le niveau de la conférence Ouest. En gros, à partir du moment où LeBron James a rejoint l'équipe du Miami Heat, eh bien, je ne dirais pas que la donne a été modifiée, mais les niveaux ont été beaucoup plus disparates, et en fait, la conférence Est n'a jamais été en capacité de proposer vraiment un duo ou un trio d'équipes vraiment compétitives en capacité d'aller à l'époque titiller l'équipe du Heat, et à l'époque, et là dans les années, d'aller titiller cette équipe des Cavs. Et pourquoi je vous présente ça? Parce que finalement, j'en suis arrivé à la conclusion que quand vous évoluez dans une conférence qui est globalement faible, où les 4 meilleures équipes de cette conférence ont globalement un niveau qui n'est pas transcendant, eh bien, vous pouvez vous satisfaire de jouer d'une manière relativement moyenne en saison régulière et parvenir quand même à finir classé à une place somme toute honorable, premier, deuxième ou dans le pire des cas troisième. Et c'est exactement finalement ce qui se passe avec cette équipe des Cleveland Cavaliers. C'est que dans une conférence où il y a assez peu d'adversité, eh bien on peut se mettre en service minimum. Et un petit peu comme un élève qui est surdoué, qui ne fait pas spécialement ses devoirs chez lui, qui n'écoute pas vraiment attentivement en classe, mais qui a un minimum de talent, et quand arrive le moment du contrôle, eh bien même sans avoir bossé, il arrive quand même à sortir une perf en service minimum et avoir 11 ou 12
globalement la moyenne qui lui assure eh bien, une obtention du diplôme et un passage à l'année suivante, eh bien cette équipe des Cavs fonctionne sur le même principe et c'est ça qui est fascinant. Et c'est finalement le faible niveau de la conférence Est et l'absence d'un trio, d'un quatuor, d'équipes vraiment compétitives qui seraient en capacité d'aller décrocher le titre, qui permet à cette équipe des Cavs d'évoluer sur ce mode binaire avec saison régulière, performance moyenne, et playoff, où là effectivement on est un petit peu plus appliqué, un petit peu plus concentré, et on arrive à performer. C'est pas vrai dans la conférence Ouest. Pourquoi ? Parce que dans la conférence Ouest, si vous voulez être assuré de finir bien classé en saison régulière et d'avoir l'avantage du terrain, ce qui n'est pas négligeable et ce qui peut toujours être intéressant, eh bien, étant donné qu'il y a, c'est ce qu'on voit ici, vous voyez, il y a quand même un quatuor d'équipe qui va évoluer aux alentours des 60 victoires en saison, ce qui est une belle performance, eh bien, vous ne pouvez pas vous permettre d'être en service minimum dans ce niveau de jeu-là, parce que, effectivement, à ce petit jeu-là, vous serez battu. Donc vous êtes obligé finalement de vous mettre dans un état d'esprit déjà très compétitif, parce que pour survivre dans une conférence plus compétitive, il vous faudra dès le début avoir un niveau de jeu relativement élevé. Et c'est très intéressant d'avoir ça en tête parce que c'est l'une des explications à cette capacité de Cleveland à somnoler en saison et après à se réveiller et à performer durant les playoffs. Cette configuration serait impossible à l'Ouest parce qu'en somnolant à l'Ouest, eh bien, vous vous mettriez énormément en danger et vous seriez dans une situation où vous ne pourriez pas finir classé deuxième comme l'a fait cette équipe de Cleveland. Ok Blight, on a compris le cheminement. Maintenant, concrètement, quelles ont été les raisons du succès de cette équipe de Cleveland en comparant playoff et saison régulière, dans quel compartiment de leur jeu ils se sont vraiment transcendés, ils ont vraiment progressé pour aller chercher ce 12 victoires et une seule défaite en playoff. Première chose, en regardant les ratios globaux, on se rend compte qu'ils ont gagné 10 points d'efficacité pour 100 possessions jouées en attaque. Ils sont passés de 110 points marqués pour 100 possessions à 120, c'est absolument énorme. Et ils ont réussi à optimiser leur défense en passant de 108 points en moyenne encaissés pour 100 possessions en défense, qui était relativement faible, à 104,6 points, donc moins 3,4 points d'optimisation de la défense pour 100 possessions, ce qui est correct. C'est pas excellent, mais c'est correct. Donc il y a d'un côté surperformance d'attaque et de l'autre petite optimisation de la défense. Voilà pour les grandes lignes. Maintenant dans le détail, où précisément cela est marqué. Premièrement, premier succès, première performance, première transformation totale de cette équipe de Cleveland, c'est dans la réussite au tir. Le cœur de l'explosion des Cavs, du mode mutant des Cavs en playoff, c'est la réussite au tir. Concrètement, regardez, dans les catch and shoot, donc les réceptions tirs, ils sont passés de 40% en saison régulière à 47,6%, et c'est un gros morceau parce que ça représente 30 points, on va dire, sur les 115 que marquent les Cleveland globalement en attaque. Donc première grosse performance, c'est dans la réussite dans les catch and shoot. Et si on va dans le détail de l'analyse de ces séquences en catch and shoot, eh bien on se rend compte que c'est surtout sur le tir à 3 points que cette équipe de Cleveland s'est vraiment transformée, passant de 40% à 47,7%. L'essentiel des catch and shoot des Cavs sont sur des tirs à 3 points et pas sur des tirs à mi-distance. Et quand vous passez de 40% à pratiquement 48% en réussite à 3 points, eh bien ça vous fait gagner, vous voyez, en efficiency, en pourcentage au tir réel, eh bien ça vous fait passer de pratiquement 11 unités de réussite en adresse, et ça c'est absolument colossal. Au-delà de ça, il est aussi intéressant de constater que finalement dans la répartition
des tirs pris en playoff par rapport en saison régulière, eh bien cette équipe de Cleveland n'a pas vraiment révolutionné son jeu. On aurait pu partir du postulat que les Cleveland Cavaliers, ils ont été plus adroits parce qu'ils ont plus attaqué le cercle, ils se sont plus rapprochés du cercle, ils ont plus tenté de lay-up. Et puis quand on regarde dans le détail, eh bien vous voyez que dans les paniers tentés dans la zone restreinte, eh bien on est sur les standards de la saison. Dans les paniers tentés in the paint, on est dans les standards de la saison. On a un petit peu moins tiré à mi-distance, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que les tirs à mi-distance sont des tirs où le pourcentage n'est pas élevé. Et puis on a globalement tiré avec la même fréquence à 3 points. Donc la révolution playoff côté Cavs, elle ne s'est pas traduite par une révolution dans la sélection de tirs. On a pris les mêmes tirs, mais la différence, c'est qu'on a été beaucoup plus adroit dans les tirs in the paint. On a été un petit peu plus adroit dans les tirs à mi-distance, mais ça compte assez peu. On a été plus adroit de 7 points de pourcentage dans le coin gauche à 3 points, plus adroit de 6 points de pourcentage dans le coin droit à 3 points, et on a été plus adroit de pratiquement 5 points de pourcentage au-delà de la ligne à 3 points. Donc la surperformance de Cleveland, elle est vraiment conditionnée à une surperformance dans la réussite des tirs de loin. Ok, on vient de le voir, les Cleveland Cavaliers ont été beaucoup plus adroits en playoff qu'en saison régulière, notamment sur les tirs de loin. Mais est-ce qu'ils ont été beaucoup plus adroits parce qu'on a moins bien défendu sur eux, parce qu'ils ont mieux structuré en attaque, ils ont mis en place plus de systèmes qui leur ont permis d'aller trouver les joueurs tout seuls? Pour répondre à cette question, j'ai été pioché dans les stats avancées et j'ai fait ce tableau. Vous avez ici les fréquences de tir par rapport à l'emplacement du défenseur. Very tight, vous avez un défenseur qui est à 60 cm du tireur, donc qui est vraiment collé, et wide open, complètement ouvert, vous avez sur le tir un défenseur qui était à plus de 2 mètres. Et j'ai comparé les fréquences playoff avec les fréquences saison, et j'ai comparé les réussites, donc au tir, entre les playoffs et la saison, et j'ai regardé également pour les tirs à 3 points. Eh bien, vous allez voir que la réalité, elle est assez spectaculaire. Globalement, les rapports de force qui étaient ceux de la saison régulière ont été les mêmes durant les playoffs. Les tirs tentés avec un défenseur vraiment en marquage très serré ont été aux alentours des 15%, que ce soit en saison ou en playoff. Il n'y a pas eu de grosse différence. Il y a eu un petit peu plus de tirs bien contestés avec un défenseur serré. Il y a eu un petit peu de tirs open, plus de tirs open en playoff qu'en saison, mais il y a eu à contrario beaucoup moins de tirs wide open. Donc globalement le rapport de force défensif, il n'a pas beaucoup changé, donc on ne peut pas dire qu'en playoff, les Cavs ont été moins bien défendus et ont eu des tireurs qui ont eu des tirs plus ouverts. C'est pas vrai, c'était comme en saison régulière. Par contre, ce qui est vraiment spectaculaire, c'est que sur les tirs wide open, les tirs complètement ouverts, où le défenseur il était à plus de 2 mètres. Certes, les Cavs, ils en ont eu moins. Mais sur ceux qu'ils ont eu, ils sont passés de 45,9% de réussite à 53%. Sur les tirs open, sur les tirs ouverts, ils sont passés de 44 à 50% de réussite. Et même sur les tirs bien défendus, sur les tirs contestés, sur les tailles, sur les tirs serrés, ils sont passés de 48,9 à 51,8. Il n'y a que dans les configurations où ils ont vraiment été bien défendus, bien gênés, que là, leur pourcentage de réussite, il a baissé. Et ça, c'est vraiment le syndrome défensif des playoffs. Et quand vous allez regarder cette analyse pour ce qui concerne les tirs à 3 points, eh bien, vous arrivez aux mêmes conclusions. Les Cavs, ils ont eu beaucoup moins de tirs à 3 points complètement ouverts. Seulement 12,8% de leur volume de tir total étaient des tirs à 3 points complètement ouverts. Mais de ces 12,8%, eh bien, ils sont passés de 41,8% de réussite à 48%. Idem pour les tirs ouverts et idem pour les tirs serrés où on passe de 33,8 à 42,70. Donc même quand il y avait un défenseur qui venait bien gêner,
qui était à moins de 1,20 m, donc qui était quasiment à portée de bras, eh bien cette équipe de Cleveland, elle a été chercher un 42,7% de réussite à 3 points. Donc non, les Cavs, ils n'ont pas été plus adroits parce qu'ils ont été moins bien défendus, parce qu'ils sont allés trouver plus de tirs ouverts. Ils ont été plus efficaces en attaque et notamment beaucoup plus adroits à 3 points parce qu'ils ont simplement été titiller les dieux de l'insolence de l'adresse et réussi effectivement à atteindre des niveaux de performance dans la réussite au tir qui sont absolument phénoménaux. Globalement, on l'avait déjà vu dans la preview, cette équipe de Cleveland tente 40% de son volume de tir total au-delà de la ligne à 3 points. Donc pratiquement un tir sur deux est tenté à 3 points côté Cavs. C'est un énorme ratio, c'est une énorme fréquence, une énorme utilisation du tir à 3 points. Et quand vous arrivez effectivement à avoir 40% de vos tirs à 3 points où vous êtes à plus de 40% de réussite, et bien ça correspond en extrapolé à du 60% de réussite à 2 points. Donc vous êtes injouable. Vous êtes injouable, pratiquement un tir sur deux marqué à 3 points quand le défenseur est loin, et on reste au-delà des 40% même avec une défense serrée. C'est tout simplement phénoménal. Transformation de Cleveland en une locomotive d'attaque, un rouleau compresseur de l'attaque. Mais on doit remercier qui? Merci qui côté Cavs pour cette surperformance durant les playoffs? Eh bien, si on va analyser les PER, donc ici vous avez les playoffs, ici la saison régulière, donc le niveau d'efficacité offensif d'un joueur, sa capacité de productivité, si vous voulez, quand il est sur le terrain, eh bien vous avez 4 joueurs qui se sont transcendés par rapport à la saison régulière. C'est dans l'ordre Channing Frye, Deron Williams, LeBron James et Iman Shumpert. Les autres, Irving, Love, J.R. Smith, ils ont globalement, Tristan Thompson aussi, ils ont globalement été dans ces playoffs en termes de productivité statistique dans les standards de la saison régulière. Mais ces 4 joueurs-là, ils se sont vraiment transcendés. Et quand vous voyez ces 4 noms, il y a une chose qui doit immédiatement vous venir en tête. C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé. C'est l'émergence côté Cleveland d'une seconde unit, d'un 5 mineur. Et je vous en ai déjà parlé plein de fois. Ce 5 mineur qui, comme par hasard, ça apparaît ici dans le PER, est emmené par Deron Williams, par Iman Shumpert, par LeBron James. Par après, vous mettez soit Channing Frye, soit Tristan Thompson, et vous ajoutez Kyle Korver, et vous avez un 5 mineur dont j'ai déjà pu vous parler côté Cleveland et que j'avais qualifié de 5 avec le meilleur QI basket de cette équipe de Cleveland. Et la clé, en tout cas l'une des clés du succès de Cleveland en playoffs, c'est vraiment l'émergence de ce 5 mineur qui a permis une continuité entre la performance du 5 majeur qui était vraiment excellente, et ça a permis une continuité là où par le passé, quand il s'agissait de jeter les remplaçants dans l'arène, cette équipe des Cavs, elle avait une baisse de régime. L'intégration de Deron Williams, de Kyle Korver, l'utilisation de LeBron James avec le 5 mineur sur tout le deuxième quart-temps, toutes ces décisions, tous ces petits ajustements ont permis à cette équipe de Cleveland de vraiment se transcender sur les playoffs. Et regardez, il y a un signe qui ne trompe pas, vous regardez le rendement de Cleveland dans le deuxième quart-temps, qui est traditionnellement le quart-temps dévoué aux remplaçants. Eh bien, vous avez un net rating à 14,6, donc 118 points pour 100 possessions, 103 points encaissés, là où en saison régulière, ils avaient un net rating seulement de plus de 110 pour 108. Il y a vraiment eu finalement un accompagnement du 5 mineur, je mets 5 mineurs entre guillemets parce qu'il y a LeBron James, mais vous voyez de quoi je parle. Il y a vraiment eu un accompagnement des remplaçants dans la domination
de Cleveland, et c'est quelque chose dont je vous ai déjà beaucoup parlé, parce que quand on voit en action effectivement ce 5 là sur le terrain, il y a beaucoup de mouvements, c'est fluide, ça défend très bien collectivement, et toutes les lacunes que cette équipe des Cavs pouvait avoir par le passé, où notamment ça défendait très mal collectivement, on ne changeait pas, on communiquait mal, on laissait des joueurs complètement tout seuls, et à contrario en attaque où c'était un petit peu statique, et bien tout ça est gommé avec ce 5, parce que vous avez des joueurs qui peuvent exister sans ballon, des Kyle Korver, des Channing Frye, et vous avez à contrario des très bons défenseurs, des Shumpert, des Korver qui est un très très bon défenseur, pas connu pour ça mais qui est un très bon défenseur, des Deron Williams, et ça a permis d'ouvrir de nouvelles portes à cette équipe de Cleveland. Si vous regardez effectivement sur le début de saison, je vous ai sorti ces matchs vraiment au hasard, j'ai été les piocher, et bien vous vous rendiez compte que systématiquement les Cavs étaient dans une rotation par le passé classique, donc LeBron James sortait en fin de premier quart-temps et revenait au milieu du deuxième, et bien dans les 6 premières minutes du deuxième quart-temps, les Cavs étaient souvent malmenés, ils étaient souvent dans les cordes, et les remplaçants ensemble sur le terrain pénalisaient plus l'équipe qui ne la renforçait, et ça c'était effectivement quelque chose de vraiment très 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 préjudiciable. Et vous voyez ainsi que durant ces playoffs, le deuxième 5 le plus utilisé par cette équipe des Cavs, c'est le 5 mineur emmené par Williams, Shumpert, Korver, James et Channing Frye, qui a un rendement offensif absolument mutanesque à 1,24 points en moyenne par possession, qui n'a pas un très bon rendement défensif, mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que vous avez une autre possibilité, c'est le 5 mineur emmené par Williams, Shumpert, Korver, James et Tristan Thompson à la place de Channing Frye, et là vous avez un 5 qui est à 1,22 points par possession en moyenne en attaque, et seulement à 0,71 points encaissés par possession, et qui a un net rating à plus 51. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de la configuration du match, si arrivé au second quart-temps, Coach Lou a besoin d'aller piocher dans de l'attaque, a besoin d'aller trouver du rendement offensif, il peut faire appel à cette unité-là avec Frye, et il va en avoir du rendement offensif, parce qu'en gros, les Cavs ils vont jouer avec 5 extérieurs, le ballon va circuler, ils vont trouver un tireur à 3 points. Alors certes, ils vont après pas très très bien défendre, mais finalement, cette surexploitation offensive va permettre de les maintenir à un bon niveau, et de survoler le deuxième quart-temps. Et puis à contrario, si arrivé dans le deuxième, ils ont besoin de défense, de rebond, d'aller arracher des stops, et bien ils lancent cette deuxième unité-là avec Tristan Thompson, et ils ont à ce moment-là une maximisation de leur défense, et ils ont sans doute le meilleur 5 défensif de cette équipe de Cleveland. Et quand vous allez regarder les utilisations de ces 5-là durant la saison régulière, ce 5-là, qui est le meilleur 5 en termes de rendement attaque-défense de Cleveland, et bien ce 5-là, James Korver, Shumpert, Thompson et Deron Williams, en saison régulière, j'ai dû aller au fin fond, à la 80e page des 5 utilisés par les Cavs pour le trouver. Il n'a dû jouer que 2 ou 3 minutes ensemble durant la saison régulière, donc voilà la transformation aussi de Cleveland, où elle a lieu. Elle a lieu dans cette capacité qu'a eu le coaching staff à trouver bien, une deuxième unité avec un groupe de joueurs qui a un très bon QI de basket, qui vient entourer LeBron James et qui permet à l'équipe, sur les deuxièmes cartons et sur les fins de troisième, début quatrième, bien, de maintenir le bon rendement de l'équipe amorcée par le 5 majeur. Et puis, qui on doit remercier individuellement pour l'explosion des réussites au tir en play-off de cette équipe de Cleveland, et bien un petit peu tout le monde, et je ne pouvais pas ne pas vous présenter cette statistique qui est absolument phénoménale. Il n'y avait que 3 joueurs côté Cavs en saison régulière à plus de 60% de réussite au pourcentage au tir réel, c'était Channing Frye, LeBron James et Kyle Korver. Et bien en play-off, il y a 8 joueurs à plus de 60% de tir au tir réel. C'est absolument phénoménal, et ça explique finalement
notamment le rendement offensif de cette attaque et ce que je vous présentais tout à l'heure, la surperformance dans la réussite au tir. Quid aussi de la défense? On a vu que le cœur de la domination s'est vraiment fait sur la transformation en attaque, mais il y a eu aussi un petit peu de défense, c'est ce qu'on va développer ici, notamment sur la réussite au tir adverse, la contestation de la réussite au tir adverse, où on a été mieux défendre dans le coin gauche à 3 points, mais moins bien dans le coin droit. Et puis globalement, on a un petit peu mieux défendu dans la restricted area, mais sinon, on est globalement dans les standards de la saison régulière. Donc ça conforte vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le cœur de la transformation de Cleveland, ça s'est vraiment fait sur l'attaque. Et sur la défense, les Cavs n'étaient pas bons en saison régulière. Ils n'ont pas été spécialement bons en playoff parce que les pourcentages au tir ici ne témoignent pas d'une grosse amélioration des capacités de défense. Notamment, voyez, dans les deux compartiments de l'attaque adverse qui sont les plus rémunérateurs en termes de points, donc les paniers tout près du cercle et les paniers à 3 points, il y a une petite amélioration de quelques points de pourcentage, mais il n'y a pas vraiment un bond en avant comme il y a pu l'avoir en attaque. Et puis si on va analyser plus dans le détail, on se rend compte que le pourcentage au tir réel adverse a été un petit peu moins bon, mais de pas beaucoup, que le pourcentage de lancers francs tentés par rapport aux lancers francs par rapport aux tirs tentés au total des équipes adverses, il est globalement sur les standards de la saison régulière. Le pourcentage de perte de balles, il est un petit peu plus fort en playoff, mais c'est les standards de la saison régulière. Et le pourcentage de rebond offensif adverse, il est un petit peu moins bon qu'en saison, mais de pas grand chose. Donc il y a eu des petites améliorations, des petites touches de progression, mais rien à voir avec les énormes paliers franchis par cette équipe de Cleveland en attaque. Au total, la domination de cette équipe de Cleveland en playoff et son excellence sur les 12 victoires qui lui ont permis d'atteindre les finales, elle s'est vraiment basée sur 4 fondements qu'il est très important d'avoir en tête pour comprendre pourquoi et comment cette équipe a surperformé. Premier fondement, Cleveland a évolué dans une conférence Est qui aura été relativement faible. On l'a vu, le bilan des 4 meilleures équipes de l'Est a été en moyenne le plus mauvais bilan depuis 2007. 2007, une date où des Cavs relativement faibles avaient déjà à l'époque atteint les finales NBA. Deuxième fondement, et ça c'est vraiment la clé, une surperformance en attaque basée sur une extraordinaire réussite et notamment une réussite à 3 points. On l'a vu, énorme progression dans les pourcentages d'adresse sur les tirs de loin et dans la foulée, ça a complètement catalysé et dynamité le rendement offensif de Cleveland. Troisième fondement très important, l'émergence d'une seconde unit, d'une deuxième unité, d'un 5 mineur avec 4 joueurs avec un excellent QI de basket autour de LeBron James. Ça permet une continuité entre le très bon rendement du 5 majeur et derrière l'entrée en jeu de remplaçants, et ça a offert comme ça à cette équipe de Cleveland, derrière les directs du droit et l'uppercut, on a continué à enchaîner avec des crochets, si vous voulez une métaphore, et ça a permis comme ça de maintenir un niveau de performance sur le terrain où il y avait presque finalement pas de décrochage entre le 5 majeur et le 5 mineur. Et puis quatrième fondement, on a quand même réussi côté Cleveland à un petit peu progresser en défense. C'est pas flagrant, c'est pas tonitruant, mais on a réussi à aller sur un petit peu tous les compartiments de la défense, piocher pour passer d'un niveau relativement moyen voire mauvais à un niveau intermédiaire, et vous avez d'un côté super attaque, de l'autre défense moyenne, et ça crée un différentiel qu'on a retrouvé durant ces playoffs et qui auront permis à cette équipe de Cleveland de complètement surnager à l'Est et d'arriver en finale NBA avec un bilan de 12 victoires pour une défaite. Je vous dis à très bientôt, merci de votre fidélité, on va se retrouver très très vite
pour la grande preview de ces finales 2017 et puis après pour plein de vidéos d'analyse sur des matchs qu'on espère le plus intense et le plus passionnant possible. D'ici là, bon match à tous.